Ah, mais on va passer la parole aux collègues sur les sujets, les énergies renouvelables, méthanisation et éolien. Donc, Lionel et Philippe, je vous invite à prendre la parole, à me donner les indications pour la présentation. Alors, vous êtes ensemble. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, voilà, merci Florence. Bonjour à tous. Philippe Pouet, je m'occupe du Centre régional gaz vert d'Occitanie, une mission qui consiste à accompagner les porteurs de projets autour de la méthanisation notamment et autres gaz verts à venir. Voilà, donc on va essayer en tout juste 15 minutes vous balayer un petit peu les enjeux, comment ça fonctionne, et les intérêts et externalités positives et les vigilances à avoir sur un projet de méthanisation. Donc, on sort un peu d'un contexte, bien sûr, de développement individuel ou sur un complexe d'habitation, hein. On est sur des projets de type plutôt industriel, portés souvent par le monde agricole, hein, mais qui peuvent l'être par des développeurs externes ou par des collectivités sur des problématiques qu'on va vous énoncer. On va se partager la parole et on va échanger des slides au fur et à mesure en se passant la parole entre Lionel et moi. Voilà. Moi, je démarre sur ce slide. Donc, la méthanisation, on a pour habitude de dire que c'est une économie circulaire. Donc, c'est quoi la méthanisation? En fait, c'est un procédé de transformation de la biomasse par fermentation biologique, donc un système vivant qui permet la production d'énergie renouvelable, hein. Cette énergie renouvelable, c'est ce qu'on appelle un biogaz, qui est composé majoritairement de deux molécules. Une molécule dite méthane, CH4, premier hydrocarbure. C'est exactement la même molécule que le gaz naturel fossile que l'on importe du nord de l'Europe ou d'Algérie. Et du CO2. Ce CO2 et ce CH4 ont pour propriétés qui sont dites biogéniques. En effet, ils sont issus d'une photosynthèse, hein, comme vous le voyez sur le slide sur la gauche. Tout part d'une biomasse photosynthétique. Le premier capteur solaire avec les meilleurs rendements reste la plante, hein, et qui nous permet de nourrir à la fois des animaux, nous nourrir à nous, et puis rentrer dans notre système de fonctionnement. Et c'est tous ces sous-produits ou ces productions directes que l'on va utiliser en méthanisation. L'important, c'est de comprendre qu'on fait une énergie renouvelable, j'y reviendrai dessus, mais aussi on a un résidu de fermentation. On a un résidu de fermentation parce qu'on est dans du biologique, un peu comme quand on fait du vin. Il nous reste toujours un mou lorsqu'on a fait notre vin qu'on va soutirer et utiliser en consommation. Le mou reste un résidu de matière organique. Ce résidu est fondamental, on appelle ça le digestat, et c'est un vrai engrais organique qui a des propriétés engrais, azote, phosphore, potassium pour aller vite, mais aussi résidu matière organique qui va permettre de maintenir ou d'améliorer la fertilité des sols, notamment des sols agricoles. Donc, c'est de ce fait que la méthanisation s'insère dans les filières dites d'économie circulaire. Et cette méthanisation va s'intéresser à un ensemble de sous-produits, coproduits, voire déchets. Dans le monde agricole, on va aller chercher souvent des effluents d'élevage, fumier, lisier, quels que soient les animaux ou les productions animales. On va aller chercher aussi dans le monde agricole des résidus de culture, des cannes de maïs, des cannes de tournesol, dans les coopératives, des issues de céréales lorsqu'on collecte et on classe les graines. Donc tout ça sont des sous-produits qu'on va pouvoir mettre en méthanisation. Au niveau agricole aussi aujourd'hui, on a des couverts végétaux qui permettent de protéger les sols, qui ont des fonctions agronomiques et agro-environnementales. On appelle ça des cultures intercalaires à vocation énergétique. Donc c'est entre deux cultures principales. On va couvrir un sol pour éviter l'érosion, le départ d'azote et puis le maintien d'une vie aussi au sol. Et donc on a une biomasse là qu'on peut récupérer dans le monde agricole. Mais il n'y a pas que le monde agricole. Les déchets des industries agroalimentaires sont aussi des substrats, des matières entrantes très intéressantes pour la méthanisation. On pense par exemple aux résidus d'huileries, mais aussi aux fromageries, tout ce qui est lactosérum non utilisé, aux productions de plats cuisinés, aux pâtisseries. Les industries agroalimentaires ont beaucoup de sous-produits, de coproduits dans leur fabrication qui peuvent rentrer en méthanisation faire de l'énergie. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle la collectivité au sens large, c'est-à-dire les restaurants, voilà, individuels, les restaurants collectifs, et puis le particulier, avec ce qu'on va parler plutôt de biodéchets. Les élus le savent bien, depuis le début de l'année, il y a une obligation de collecter de manière séparative, hein, cette partie fermentescible, hein, biodéchets, qui peut rentrer en méthanisation. Donc on voit que le procédé de méthanisation est bien au centre de multiples problématiques. Alors,
Parlons un peu d'énergie, puisqu'on est là pour parler d'énergie renouvelable. Donc, c'est ce que vous avez sur le slide sur la droite, au milieu sur la droite. On va parler de biométhane. Donc, ce gaz renouvelable, donc, comme je vous l'ai dit, qui est un mélange de méthane et de CO2, juste une petite remarque, c'est les bactéries qui le produisent aujourd'hui, c'est les mêmes bactéries qui le produisaient il y a des millions d'années. Et il s'est stocké dans les réserves de gaz naturel un peu partout dans le monde. L'intérêt de cette énergie renouvelable, c'est qu'on a une filière qu'on sait utiliser depuis des années, des dizaines d'années, et donc on a la même molécule, donc il n'y a pas de transformation à avoir sur les chaudières ou les autres appareils qui utilisent cette molécule-là. Donc on peut utiliser cette énergie, ce biométhane, soit en propre pour faire de la chaleur. On retrouve ça, on le verra tout à l'heure dans les installations, mais souvent en production d'eau chaude et de vapeur, eau chaude pour chauffer les bâtiments, vapeur pour l'industrie. Je pense notamment à des fromageries, à des industries agroalimentaires, dans le Lot, par exemple, pour la fabrication de plats cuisinés, de compotes ou de yaourts et autres produits dérivés du lait. On peut utiliser cette énergie aussi pour faire de l'électricité dans un groupe électrogène connecté avec une génératrice d'électricité. On va injecter de l'électricité renouvelable sur le réseau, produire de la chaleur qui peut être utilisée localement ou dans le process. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, on a la possibilité d'épurer ce gaz, c'est-à-dire on va séparer la molécule méthane de la molécule du CO2, récupérer que le méthane, et ce méthane, comme c'est la même molécule encore une fois que le gaz naturel fossile, on va pouvoir l'injecter dans nos réseaux de distribution et de transport. Et là, donc, cette molécule va être utilisée à différents endroits, véhiculée par les gestionnaires de réseau, que sont GRDF d'un côté pour la distribution, les élus locaux le savent bien, hein, c'est eux qui gèrent les distributions de gaz naturel et donc de biométhane demain et aujourd'hui aussi, hein, on le verra tout à l'heure, pour le chauffage des bâtiments essentiellement. Hein, 70% de la consommation, c'est du chauffage de bâtiments, individuel ou collectif. Et ensuite, il est utilisé aussi en industrie. Donc, ce qu'il faut bien voir derrière, il y a des externalités autres que cette consommation énergétique à travers le CO2 qui est dit biogénique. Vous savez qu'on utilise du CO2 pour alimenter les serres, pour produire les tomates, pour faire dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, etc. On a un CO2 aussi biogénique, et donc il y a un vrai marché externe à développer sur cette molécule-là qui est renouvelable. Et demain, on aura peut-être des projets de méthanation. On est assez avancé en Occitanie sur des démonstrateurs où là, la méthanation, on va utiliser ce CO2 avec de l'hydrogène pour faire en fait du stockage d'électricité dite alternative. C'est le power to gas, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Donc, c'est des vraies piles en fait hein, de stockage. En fait, c'est du gaz qu'on injecte sur les énergies électriques alternatives. Dernier point, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est ce que je disais au départ, c'est l'engrais organique, c'est le digestat. On est bien dans cette économie circulaire où on va réutiliser une partie de la matière organique qui nous permet de produire cette énergie en engrais, et notamment en engrais agricoles, en évitant l'utilisation et en réduisant l'utilisation d'engrais chimiques. Voilà pour la présentation globale de la méta. On passe à l'autre slide. Oh, s'il te plaît. Alors, bonjour, Lionel Barthes de la région. Alors, juste vous faire un petit point de situation sur l'état de la filière qui est certainement beaucoup moins connue que le photovoltaïque ou que l'éolien ou même les précédentes filières qu'on a évoquées. À date, on a une soixantaine d'unités de méthanisation en fonctionnement. Dans cette soixantaine d'unités, vous retrouvez majoritairement de la cogénération. Il faut savoir qu'en gros, la filière, elle a réellement démarré il y a une vingtaine d'années avec la publication des premiers tarifs d'achat. C'est comme pour le photovoltaïque, c'est-à-dire pour avoir un modèle économique pérenne, équilibré, ben, il faut soit des aides à l'investissement, soit il faut un tarif d'achat pour permettre de générer de la recette pour celui qui exploite, puisque vous le comprenez, contrairement à du photovoltaïque où vous installez des panneaux et vous avez normalement très peu de frais d'exploitation de maintenance. Sur la méthanisation, il y a des charges d'exploitation qui sont très importantes, donc nécessité d'avoir des recettes suffisantes en face pour permettre la rentabilité de ces opérations-là. Donc, historiquement, il y a une vingtaine d'années, c'était la cogénération que Philippe a évoqué tout à l'heure, donc la production d'électricité et de chaleur en simultané, qui avait été privilégiée par les pouvoirs publics et par l'État. Donc, ce qui explique que 50% du parc actuel en fonctionnement soit un parc avec une valorisation de cogénération. Depuis quelques années,
depuis moins de 10 ans maintenant. La priorité des développeurs et notamment du monde agricole, c'est de s'orienter vers un modèle en injection. Donc, il y a un tarif d'injection qui a été créé qui permet donc de valoriser uniquement la partie biométhane. C'est pour ça que vous voyez ce croisement des deux courbes sur 2021, avec donc une courbe orange qui correspond à la cogénération. Et comme je vous dis, depuis quelques années, c'est plus le modèle prédominant et c'est même plus un modèle forcément beaucoup étudié. Donc, ça explique le côté plat de cette trajectoire. Et par contre, une croissance assez forte, pas exponentielle, mais très importante, de la partie injection biométhane. Philippe l'évoquait, 60% à peu près des installations sont des installations générées par le milieu agricole, soit en individuel, soit à travers des collectifs d'agriculteurs. Il faut signaler qu'en Occitanie, on n'est pas non plus la région la plus dynamique en matière, quand même, très clairement, de filière sur la partie méthanisation, que ce soit cogé ou injection. Il y a des régions qui ont beaucoup plus d'unités en construction et en mise en service à l'année. Nous, il faut compter pas tout à fait 5 installations par an. Mais par contre, voilà, on a un pipe de projets en développement, pas tout à fait d'une vingtaine d'unités. Tous n'iront pas jusqu'au bout parce qu'il y a aussi de la perte en ligne sur ces projets-là. Mais voilà, on a quand même un pipe de projets qui va nous permettre de continuer cette croissance sur le sujet de la méthanisation. Et si Flo, tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, merci. Juste, voilà, et là, je vais passer très, très rapidement puisque vous aurez le support et l'enregistrement à disposition. Comme beaucoup de projets sont issus du monde agricole, forcément, vous allez retrouver le positionnement des unités là où il y a la densité agricole la plus importante, notamment la densité sur l'élevage. Bovin, ovin, caprin, voilà. Donc, ça explique qu'il y a un peu plus de points peut-être sur la partie ouest de la région, l'ex-Midi-Pyrénées, où on a beaucoup plus de départements avec de l'élevage. Et ensuite, vous verrez, parce qu'on l'a peu évoqué, vous verrez aussi donc les croix. Historiquement, c'était tous les centres de stockage et d'enfouissement des déchets, les ISDND, les décharges, et également les petits losanges qui correspondent aux stations d'épuration, puisqu'on peut aussi faire de la méthanisation avec les boues des stations. Voilà, donc la plupart des grosses stations d'épuration d'Occitanie sont équipées de systèmes de méthanisation et de valorisation des boues, typiquement à Ginestou ou à Latte, du côté de Montpellier. C'est les deux plus grosses stations qui sont équipées de ces processus-là. Et je ne fais pas plus. Autre carte derrière, c'est pour un peu illustrer ce qu'on est en train de vous dire. Depuis 3 ans, donc, on voit des projets de méthanisation qui font de l'injection de la molécule biométhane. Pour injecter la molécule biométhane, il faut un réseau. Un réseau soit de distribution, c'est le réseau GRDF, soit un réseau de transport. Chez nous, c'est Terega dans la plus grande partie des départements et sur le nord-est de la région, c'est GRT Gaz. Le transport permet de transporter le gaz des zones de stockage. Chez nous, dans le Grand Sud, ça reste quand même un lac avec une grosse quantité de capacité de stockage qui arrivent par les réseaux de transport, vont dans le réseau de distribution GRDF, lequel réseau, qui est très maillé dans les communes qui ont le gaz, vont distribuer le particulier ou les collectifs, encore une fois, essentiellement pour chauffer, mais aussi pour alimenter de l'industrie. Depuis donc un peu plus de 10 ans, là maintenant, on peut injecter. En fait, aujourd'hui en France, il y a un droit à l'injection. C'est-à-dire tout porteur de projet qui a un projet de méthanisation a le droit d'injecter dans le réseau gazier français, qu'il soit de distribution ou de transport. C'est le droit à l'injection. On n'a pas du tout le temps de détailler ce mécanisme-là, qui est assez complexe et qui est très technique, qui est géré par la CRE au niveau national. C'est la commission de régulation de l'énergie, ce n'est pas la commission régionale de l'énergie en Occitanie, c'est au niveau national, et de la DGEC, la Direction générale énergie-climat des ministères au niveau national de Bercy, de Paris. Et donc, du coup, lorsqu'on a un projet à l'injection, ce projet-là va déclencher en fait la définition d'une zone à injection au regard, bien sûr, du projet qui va injecter, mais surtout du réseau
de sa capacité au réseau de pouvoir accepter une certaine quantité de gaz, un débit de gaz, tout au long de l'année, puisqu'une méthanisation va fonctionner 365 jours sur 365. Et vous voyez cette carte, on ne va pas rentrer dans le détail, mais toutes les zones vertes, en fait, sont des zones à injection qui ont été validées au national comme zones d'injection autorisées et en fonctionnement en Occitanie. Et le petit rond que vous voyez simule le gisement de biomasse, et on est à plusieurs gigawattheures, hein, donc on est vraiment sur les grosses quantités possibles de mobiliser de la biomasse pour injecter dans ces réseaux-là. Donc, tout ça pour vous informer, notamment pour certains élus peut-être ou pour certains citoyens qui ne voient pas souvent ces cartes-là. On a déjà un territoire en Occitanie qui est assez couvert de zones vertes. Il y a des zones au centre de l'Occitanie qui vont progressivement, avec des nouveaux projets, devenir en zone verte. Et on a aujourd'hui un territoire qui est prêt à accepter des unités de méthanisation. Attention, ce n'est pas un florilège d'unités. Hein. Ça se raisonne au canton, et 3-4 cantons font une zone d'injection. Et s'il y a 2 ou 3 unités de méta sur cette surface-là, ça sera bien le diable. Cette carte elle montre aussi des zones blanches, notamment, je vais dire, le nord de l'Occitanie et la frontière en dessous, le sud autour des Pyrénées, où c'est des zones où, en fait, où il n'y a pas de réseau de gaz, mais il faut savoir qu'aussi dans ces zones-là, la cogénération existe. Et peut-être qu'elle va se perdurer, hein, on verra, mais on peut faire de la cogénération, même si les conditions économiques aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. On verra comment les tarifs viendront dans les années à venir, mais en tout cas, il y a la cogénération qui fonctionne. Et puis, il y a d'autres possibilités, notamment la partie carburant, biocarburant, puisque le méthane est un carburant, on appelle ça du biogène V ou du biogène C, hein, GNV, carburant naturel au véhicule, et le C c'est pour comprimer, parce qu'il faut comprimer ce gaz pour faire fonctionner des véhicules type autocar, voiture, tracteur de camion, demain engin agricole. Et donc dans ces zones blanches, en effet, cette partie-là de production pour du biocarburant local ou transporteur qui viennent dans les zones pourra être un moyen de développer cette énergie en remplacement donc du coup des carburants fossiles. Autre slide, Flo. Ouais, merci. Alors, très rapidement, un petit point sur, vous l'avez déjà entendu parler depuis cet après-midi, donc j'en remets une couche sur Région Énergie Positive, juste parce que voilà, ça peut paraître un débat d'initié, la méthanisation, mais il faut quand même, pour remettre en perspective, signaler que à 2050, l'objectif régional, c'est de couvrir plus de 10% de la production d'ENR, toute énergie confondue, donc production énergétique régionale, par du biométhane et donc par des gaz verts. Donc c'est loin d'être marginal comme contribution et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le besoin de renforcer la dynamique de la filière en région et ça se traduit et ça s'illustre par la slide que vous avez où on montre en pointillé noir la trajectoire dans le modèle région à énergie positive et les points rouges ce sont les situations à date ou projetés par rapport aux projets qu'on connaît, qui sont en cours de développement et qu'on espère pouvoir faire émerger d'ici 2026. Donc, vous voyez, on ne s'en cache pas, on est en retrait et en retard, on a légèrement décroché par rapport à la trajectoire voulue. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on se mobilise tous fortement, milieu agricole, institutionnel, financeurs, banquiers, etc., pour réaccélérer parce que ça paraît peut-être pas évident, mais on est sur un changement de dynamique à partir de 2028-2030. Vous voyez qu'il y a vraiment une ascendance et une croissance beaucoup plus forte de la dynamique. Donc, ce qui veut dire que si on reste sur le rythme actuel, le décrochage va être de plus en plus important. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus du tout sur de 3 à 5 installations à mettre en service par an, mais il faudrait facilement multiplier par 5 ce rythme-là pour permettre justement l'atteinte de nos objectifs et ne pas décrocher irrémédiablement sur la trajectoire. Donc, c'est pour ça que sur la gauche de la slide, vous verrez, on a au niveau de la région et de ses partenaires, hein, que ce soit le centre, l'AREC, l'ADM, l'ADREAL, les services instructeurs, etc., on travaille sur une feuille de route et un mode opératoire sur tout ce qui permet d'accélérer le développement de la filière avec un enjeu majeur et je vais m'arrêter à ça, c'est de favoriser l'acceptabilité
des projets. On a un vrai problème et nos collègues tout à l'heure qui vont suivre sur l'éolien seront confrontés certainement à la même problématique. On a un vrai sujet autour de l'acceptabilité avec beaucoup d'opposition sur les projets de méthanisation. Ce n'est pas des projets neutres, Philippe l'évoquait, c'est des projets aussi industriels de taille importante. Donc, ce n'est pas neutre dans un paysage, ce n'est pas neutre sur un territoire donné. Mais voilà, il y a des problématiques autour de l'acceptabilité. On y travaille au quotidien là-dessus et c'est des projets suffisamment vertueux pour qu'on puisse les défendre et les justifier. Donc, pour ça, il faudra aussi que voilà, on ait un modèle de développement adapté à notre territoire, à notre agriculture, aux enjeux pour les élus locaux. Donc voilà, je ne vais pas faire la liste puisqu'elle est déjà détaillée, mais côté région et ses partenaires, on est plutôt sur de la méthanisation maîtrisée avec des gisements relativement raisonnables et donc pas de méga projets comme on peut lire souvent dans la presse et qui apparaissent dans les autres régions. Autre slide, Flo, voilà, ça c'est juste pour compléter, avoir une autre vision de la situation actuelle. Vous avez la carte d'Occitanie sur la gauche qui présente en fait le taux aujourd'hui de production de biométhane dans les différents départements d'Occitanie. C'est une autre façon de donner des chiffres. Donc, c'est des pourcentages en fait de consommation d'énergie fossile qui sont en fait aujourd'hui du gaz renouvelable biométhane. Vous voyez qu'on a des chiffres qui vont de 12% en Aveyron à un peu moins de 3% dans le Gers, qui sont liés bien sûr au gisement et à l'état de développement aujourd'hui, mais demain, à l'échelle 2027 et 2030, on voit que ces chiffres devraient augmenter en ayant plus, dans certains endroits, plus de 30% en fait. Du gaz qu'on injecte dans le réseau, la molécule va aller se consommer localement. Hein. On est aussi dans une logique de consommation locale lorsqu'on produit en Occitanie du biométhane. Voilà. Une autre façon de le présenter, et on disait qu'en Occitanie, on a peut-être moins d'installations que l'on peut avoir ailleurs dans d'autres régions en France, mais n'empêche, on a un taux aujourd'hui de gaz renouvelable à 3,7%. On l'imagine aux alentours de 8-10 à l'échelle 2030. La moyenne au national, c'est 2,8-3%. Voilà. Donc, on n'est pas non plus ridicule. Et ça, c'est lié, bien sûr, vous l'aurez compris, dans le calcul de consommation par rapport à la production que l'on a. Donc, on a moins de consommation que certaines régions. Donc, c'est évident. Mais n'empêche, on ne fait pas aussi office de dernier de la classe lorsqu'on regarde le nombre d'installations existantes pour l'instant. Avant-dernier SCAD, s'il te plaît, voilà, donc, bon, un exercice difficile, mais on a essayé de regrouper là quelques points importants pour le développement de la filière. On ne parle pas trop de foncier, on en a parlé un peu avant, c'est capital. Voilà. Et je pense que les ANR, enfin en tout cas les zones où on peut développer de la méthanisation, on en a besoin. Et donc il ne faut pas les sous-estimer, on a vraiment besoin de positionner au niveau des PLU, des PLUI à venir, des zones où on puisse faire de la méthanisation, et notamment en zone agricole, vous l'avez compris, c'est un gisement très important pour la filière. La filière, on la regarde en fait de deux aspects, hein, quelque part. C'est une filière importante. Elle est importante dans le mix énergétique. On ne pourra pas faire demain que de l'électricité. On aura besoin aussi du gaz pour multiples raisons. Et donc, cette filière, on la regarde d'un point de vue de vigilance, parce qu'il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des contre-performances, il peut y avoir des excès. Donc ça, c'est regardé, c'est contrôlé. On est quand même sur des installations dites IPCE, hein, installations classées pour la protection de l'environnement. Donc il y a des contrôles annuels. Et puis on regarde comment les choses se font. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier les externalités positives. On en a cité quelques-unes. Je ne vais pas tout lister, mais vous avez compris que la méthanisation peut se déployer de multiples formes. Il ne faut pas oublier, on a parlé des stations d'épuration urbaines. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'important pour les collectivités entre 20 000 et 40 000 équivalents habitants. Il y a la possibilité d'avoir une méthanisation des boues qui permet d'apporter aussi des éléments intéressants en termes énergétiques et autonomie énergétique de l'installation. Le développement de la méthanisation, il sera essentiellement méthanisation agricole. On l'a vu, plus de 60-70% du gisement est agricole. Et donc, pour cela, il faut une bonne maîtrise du gisement de biomasse. C'est ce qu'on regarde lorsque les projets arrivent et qui sont instruits en région au niveau des études de faisabilité faites par le porteur de projet avec le bureau d'études. Il faut aider à une meilleure acceptabilité territoriale, élus,
riverains. C'est souvent difficile. On est là en tout cas pour accompagner. On est plusieurs organismes à pouvoir accompagner ces projets-là et apporter, acculturer à la fois les citoyens et aussi certains élus, parce que c'est une filière complexe qui n'est pas forcément connue. On réfléchit beaucoup à l'optimisation des transports, pour notamment les transports agricoles, hein, lors des périodes d'ensilage et d'épandage. Et Oui, ça, Philippe, Philippe, une je meilleure sais que tu es intégration paysagère. passionné. Oui, Ouais, Philippe, tu es donc passionné, on il l'entend, faut mais là, m'arrêter. le temps défile. Je suis désolée, je suis obligée de Ok, te dire, allez, il vous reste 1 minute je pour vous laisse lire finaliser. le slide et je laisse Lionel Et on conclure l'enverra. avec Oui, le et dernier puis slide. Voilà. exactement. Et voilà, puisque on a le centre régional, Lionel, je te repasse la parole. 1 minute, allez. Voilà. Ouais, ben juste, voilà, donc l'animateur Philippe, maintenant, vous l'avez bien identifié, donc c'est vraiment une structure d'animation de la filière et d'accompagnement des porteurs de projets. Si on doit faire le parallèle, c'est une structure qui peut être assimilée à un guichet unique, à une porte d'entrée pour les porteurs de projets et les élus locaux pour venir chercher de l'information et être accompagnés dans les différentes démarches. En complément, et ça sera très court, il y a aussi des aides financières, bien entendu, à la filière méthanisation. Avec nos collègues de l'ADEME, l'ADEME finance toutes les études de faisabilité, de développement, d'émergence de projets. Et ensuite, il y a des aides aux investissements, à la fois à travers les dispositifs ADEME et aussi le FEDER, que mes collègues ont évoqué aussi tout à l'heure. Et il faut savoir qu'en gros, une installation de méthanisation peut être accompagnée entre 10 et 15% max du coût total d'investissement pour permettre la sortie de ces projets-là. Voilà. Et donc, vous avez les coordonnées de Philippe, qui est l'animateur en point d'entrée pour toutes ces infos. Merci à tous les deux. Je suis désolée de vous couper. Alban, un petit mot peut-être sur si on le rattache aux zones d'accélération, l'énergie méthanisation. Oui, très rapidement. Peut-être de dire sur la façon de zoner les zones d'accélération pour la méthanisation. Donc, on peut définir une zone précise d'implantation d'une installation, vraiment si on a un projet enfin, voilà, si on a vraiment un projet connu. En revanche, si on a la volonté de faire émerger un projet, s'il y a une réflexion en fait sur le sujet, il est tout à fait possible de définir une zone qui correspond à l'ensemble du territoire communal. Des fois, un projet de méthanisation, ça peut se réfléchir à une échelle intercommunale. Donc, enfin, voilà, il est tout à fait possible de faire un zonage assez large pour ces installations. Peut-être dernière précision, on ne cartographie pas des gisements, mais bien des installations de production voilà, pour la méthanisation. Et après, il y a plein de couches de données qui sont disponibles sur le portail national. Donc je vous laisserai aller les consulter. Merci Alban.